parole est à la défense. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, merci. Aujourd'hui on va parler de ces grands costauds la plupart du temps qui font des dégâts lorsqu'ils sont en défense face à des attaquants toujours plus doués qui ont toute une panoplie pour les faire souffrir. Eh bien il y en a quelques-uns qui résistent et certains sont d'ailleurs français, jeunes, donc on va pouvoir en parler. Je me suis demandé comment j'allais m'organiser pour vous parler de cette question du défenseur de l'année et finalement je vais m'appuyer sur un article d'un site qui s'appelle Sportskida que je ne connaissais pas mais qui propose un top 5 intéressant. Alors il n'y a que des grands, hein, je spoil un petit peu, pas de Jalen Suggs, de Derrick White ou d'autres joueurs extérieurs comme ça qui ont réalisé des saisons vraiment très intéressantes du côté défensif. Donc on va se concentrer sur ces 5 joueurs qui sont, je pense, des joueurs auxquels vous pouvez penser, vous aussi, et surtout dans l'ordre, puisqu'il faut en choisir un à la fin, avec des critères. Donc on va rappeler d'abord les critères pour faire un bon défenseur de l'année. Le premier critère, c'est l'impact statistique individuel, par exemple sur les tirs contestés, puisque c'est quand même la base d'un match de basket, des tirs et encore des tirs, surtout à notre époque où il y en a de plus en plus. Donc, un joueur qui conteste des tirs, par définition, c'est quelqu'un qui s'arrache en défense. Bien sûr, on peut penser au nombre de contres par match, au nombre d'interceptions. On peut penser aussi à ce que les Anglais appellent les deflections, c'est-à-dire les moments où un ballon est dévié de sa trajectoire, part en touche, ou en tout cas est contesté et presque capté. Ça permet de voir à quel point bien un joueur perturbe une attaque. On a également traditionnellement de gros rebondeurs qui sont défenseurs de l'année, puisque c'est aussi le but de récupérer la balle pour repartir en attaque. On peut penser aussi à la constance, qui est la régularité en fait avec laquelle un joueur va s'impliquer en défense, et pas juste faire quelques perfs monumentales avant de rentrer dans le rang. Et puis il y a aussi bien sûr l'impact du joueur sur la défense de son équipe, sur le niveau défensif de son équipe, évidemment, on aura l'occasion d'en parler. En numéro 5 cette année, on a probablement Anthony Davis des Los Angeles Lakers, qui n'est pas dans une équipe extraordinaire en termes de défense, je crois qu'ils sont 17e grosso modo de la ligue, mais il affiche des performances assez remarquables, c'est un très bon contreur, il prend beaucoup de rebonds, et il a été capable de faire quelques matchs contre Minnesota par exemple à 27 points, 25 rebonds, 7 interceptions et 3 contres. Donc c'est quand même important quand un joueur a des performances comme ça, statistiques marquantes. C'est son cas, c'est un joueur qui est évidemment très mobile, qui cette année a moins manqué de matchs que certaines saisons pour raison de blessure. Donc on peut penser qu'il est quand même très important pour les Lakers. Cela dit, j'ai vu une petite fiche statistique qui comparait les principaux joueurs importants en défense, et sa présence sur le terrain, bizarrement, n'entraîne pas un nombre plus important de stops, c'est-à-dire de points marqués en moins chez les adversaires. Donc c'est peut-être quelque chose qui permet de pondérer cette performance d'Anthony Davis cette saison, mais ça reste évidemment quelqu'un qui est redoutable, même si contre des joueurs particuliers, je pense à Nikola Jokic ou bien Domantas Sabonis, il affiche collectivement un triste bilan de nombreuses défaites. Donc ça veut peut-être dire aussi que face à des joueurs très techniques, il est moins à l'aise que face à des joueurs qui sont moins à l'aise balle en main. Le numéro 4, ça pourrait être un joueur des Cleveland Cavaliers qui a la 3e meilleure défense de NBA, c'est Jarrett Allen, le pivot, qui est à la fois bon au rebond, qui réalise quelques interceptions, des contres aussi, même si c'est pas le joueur statistiquement le plus prolifique à ce niveau-là. Il est quand même constant, il conteste beaucoup de tirs à 2 points, il est le 8e de la ligue dans cette stat, et puis il est le 9e en termes de rebond. Donc peut-être pas un défenseur absolument incroyable, mais un joueur précieux, un joueur qui à mon avis a un impact important aussi pour dégager des espaces pour les joueurs comme Darius Garland ou bien Donovan Mitchell dans cette équipe où on a des extérieurs très forts en pénétration ou à 3 points. Donc j'ai envie de dire que c'est l'archétype du pivot
qui fait le sale boulot, mais qui ne tire pas la couverture à lui. Donc je pense qu'il a sa place dans ce classement, même si c'est pas le plus époustouflant en défense. Le numéro 3, ce sera un petit jeune nommé Chet Holmgren du Thunder d'OKC. Avec son équipe, il est 4e meilleure défense de NBA. C'est une saison incroyable qui restera, je pense, dans l'histoire de ce club, de cette franchise magnifique qui a su être patiente en termes d'années de galère, qui maintenant avec Shai Gilgeous-Alexander en potentiel MVP, trouver un très bon équilibre attaque-défense. Donc Chet, il est arrivé avec ses 2m16, 2m17, capable de mettre des contres à répétition, d'être présent aussi en attaque et de contester pas mal de tirs. C'est le 2e au tir contesté à 2 points et le 2e au tir contesté en général, de façon plus générale, 2,5 contre, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune homme. Et il est dans le top 5, hein, tout simplement. Depuis le début de l'année, c'est un joueur qui se distingue vraiment dans ce secteur intérieur d'OKC. D'ailleurs, on voit bien que quand il n'est pas là, ou quand il est sur le banc, c'est beaucoup plus difficile pour OKC d'arriver à verrouiller la raquette. Donc ce jeune joueur va, à mon avis, continuer d'être très présent dans la discussion. Il peut faire penser à quelqu'un que je n'ai pas cité, le coéquipier de Jarrett Allen, Evan Mobley, mais peut-être déjà en plus fort. En tout cas, c'est un joueur qui va s'imposer en défense et qui, comme je l'ai dit, est déjà très fort en attaque. Sur le podium, en place numéro 2 et en place numéro 1, on a a priori 2 Français. Alors, moi personnellement, si j'avais fait la vidéo sans regarder un petit peu sur internet ce qui était dit par des spécialistes, j'aurais voté Victor Wembanyama comme premier joueur défensif cette année, dès sa saison rookie. Les arguments, et vous pourrez me donner les vôtres aussi, c'est que statistiquement il écrase la catégorie, en sachant que c'est celui qui joue, je pense, le moins de tous ceux que j'ai cités en termes de minutes jouées. Il est quand même à 3 contre et demi de moyenne. On a aussi des interceptions à 1,3 par match. Il est à peu près 13e de toute la NBA. Et puis, il y a une stat que j'ai vue aussi récemment, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les deflections. Donc, quand il dévie le ballon, il en est à plus de 3 par match. Et là, il écrase la concurrence. Tous ceux que j'ai cités et l'autre que je n'ai pas encore cité, ils sont loin derrière. C'est une équipe, les Spurs, qui était la plus nulle de toute l'histoire l'an dernier. Il n'y avait jamais eu une équipe qui avait encaissé autant de points en laissant les portes ouvertes en défense. Et cette année, bien sûr, ils sont encore a priori derniers de la NBA côté ouest. Mais on a pu voir des séquences où Victor Wembanyama était là, présent, sous le panier, revenait à toute vitesse en défense et dissuadait 2 joueurs de prendre un panier en principe facile, ressortir le ballon. On sait qu'il a pris 1 ou 2 dunks sur la tête et il reconnaît que c'est le lot de tous ceux qui prennent des risques aussi. Moi j'aime beaucoup cette mentalité. Il a été hyper courageux face à tous ceux qui cherchaient à le défier. Et surtout, il a imposé une crainte, j'allais dire un respect. C'est encore plus que ça. Je suis, moi, pas un expert de la NBA, c'est juste un amateur. Mais quand je vois les joueurs actuels, les joueurs anciens qui parlent de la défense de Victor Wembanyama, ils sont impressionnés et ils n'ont jamais vu ça. On pourrait penser à des Manute Ball, des Mark Eaton, des joueurs extrêmement grands qui ont dépassé les 2,25 m et qui, dans leur domaine, étaient à des tours de contrôle en défense, mais sans aucune commune mesure en termes de mobilité, de placement. Il est capable de prendre le meneur adverse de temps en temps en tout terrain. Voilà, c'est un joueur qui est absolument hallucinant. On le savait déjà, mais il l'a complètement confirmé à l'étage supérieur de la NBA. Historiquement, aucun défenseur de l'année n'était dans une équipe qui n'allait pas en play-off. Et c'est vrai qu'il y a 30 équipes,
Il y en a déjà 10 qui font pas les playoffs, et Victor Wembanyama, j'espère que son équipe va remonter collectivement et va recruter des défenseurs, surtout sur les lignes arrières, parce que franchement, les intérieurs, on peut parler de Giannis Antetokounmpo qui, dans le Money Time, s'est pris un énorme bloc sur un contre, alors qu'il allait au dunk et qui a été ramené à terre par Wembanyama. C'est incroyable comme il a réussi à s'imposer encore récemment contre New Orleans. Eh bien, un tir au milieu de la raquette fini dans sa grande main, surtout qu'il est capable de garder très souvent le ballon, et ça c'est excellent. C'était la défense à la Bill Russell des Boston Celtics, un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc voilà, chapeau Rudy, moi j'ai hâte de le voir en vrai avec le numéro 1 qui sera sans doute pour la 4e fois DPOY, Rudy Gobert. Alors, pas aimé Rudy, mais je pense quand même respecter, et incontestablement pour le bilan, les Minnesota Timberwolves. L'an dernier n'était pas du tout dans cette excellence défensive, mais là il a su trouver son rôle, que ce soit avec Karl Anthony Towns ou sans lui quand il était blessé. D'ailleurs, quand Rudy Gobert n'était pas là, c'est le signe aussi d'un très grand joueur défensif. Son équipe prenait l'eau. Les Wolves, quand il est sur le terrain, encaissent 106 points. C'est de très loin le record NBA de la défense la plus hermétique. Encore une fois, une époque où des équipes comme Indiana vont scorer plus de 130 points sur de nombreux matchs. Bon, là, on affronte les Wolves. Déjà, si on dépasse les 110, on est content. Individuellement, bien sûr, il fait le taf. On parlait de rebonds. Il est le 2e de la ligue avec 13 rebonds. Il marque en général un double-double, même si c'est pas un gros scoreur. Et pour moi, c'est peut-être une nuance par rapport au fait que c'est un spécialiste défensif. Et que en attaque, bon, s'il est moins bon, c'est pas très grave. Là où un Victor Wembanyama, par exemple, doit à la fois se démener en attaque, beaucoup bouger, pas juste attendre le ballon en bout de chaîne. Donc en termes d'énergie, bon, il peut se concentrer, Rudy, beaucoup plus sur la défense, mais c'est un défenseur féroce. Moi je vois ses posts sur Instagram aussi, je trouve que c'est un garçon qui a gagné en maturité, en joie aussi, puisqu'il est beaucoup mieux intégré que l'an dernier. Il a une super relation avec ses coéquipiers. Je pense que le départ de D'Angelo Russell a fait du bien à ce niveau-là. Et puis, statistiquement, il contre, bien sûr, à peu près 2 tirs par match. Bilan collectif, des stats qui sont très bonnes, pas toujours excellentes au top de leur catégorie, mais vraiment, on voit que c'est sa spécialité. Donc moi je serais très content s'il était défenseur de l'année, en sachant que Victor Wembanyama a déclaré il y a quelques semaines qu'il fallait qu'il en profite, Rudy, parce que les prochains étaient pour lui, et je pense que Victor peut faire une razzia impressionnante sur les prochaines années. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez de ce titre de meilleur défenseur de l'année. J'étais un peu frustré de ne pas vous parler de plus de joueurs, je pense à des Drew Holiday par exemple, des Jaren Jackson Jr. qui était l'an dernier le DPOY, mais il y en a quand même quelques-uns comme ça qui se détachent du lot, et il fallait que je fasse une petite sélection. Donc merci, et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux.